le nom X fragile a été donné sur base du test qui était réalisé au départ pour diagnostiquer le syndrome X fragile. Donc le code génétique est constitué de différentes lettres et dans le syndrome X fragile, ce qu'on observe, c'est une répétition anormale de 3 lettres. Et c'est donc suite à la présence de ce petit site de cassure qu'on a donné le nom X fragile au syndrome. Ouais, je suis très content. Ça va bien. Voilà. En fait, quand on a un nombre de répétitions qui augmente, donc qui se situe entre 55 et 200, on va parler d'une prémutation. Donc c'est une anomalie génétique qui va prédisposer à avoir une mutation à la génération suivante. Et on parle de mutation complète quand on a un nombre de répétitions qui passe au-dessus de 200. Donc c'est lorsqu'on a une transmission maternelle que le risque de passer d'une prémutation à une mutation existe. Donc aujourd'hui les gars on va faire des savons, ok. Donc en fait, une des caractéristiques cognitives du syndrome X fragile, c'est qu'il y a une limitation attentionnelle extrême. Et une des fonctions qui est vraiment particulièrement altérée, c'est la capacité à se focaliser sur un seul événement, à traiter de manière sélective cet événement-là et ignorer tout le reste. Pour les enfants avec syndrome X fragile, c'est extrêmement compliqué. On va prendre l'argile, tu peux prendre l'argile là-bas, le sachet d'argile. Donc c'est vrai qu'au niveau communicationnel, dans le syndrome X fragile, il y a toute une série de comportements qui font penser à des symptômes autistiques, ces comportements de fouillant du regard, et puis oui, cette peur parfois de l'adulte, cette peur de la communication. On va pouvoir distinguer chez beaucoup de patients X fragiles des comportements qui se rapprochent de ceux des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, avec beaucoup de persévération, beaucoup de répétitions de phrases, de morceaux de phrases, beaucoup d'autorépétition. Et qu'il ne faut surtout pas confondre évidemment avec un syndrome autistique en tant que tel. On n'est pas dans l'autisme pur. De l'argile. De l'argile, ici on a choisi de l'argile verte, parce qu'on a pris après, qu'est-ce qu'on met d'eau dedans? Pour que ça sente bon. Le gros. Des huiles essentielles. Et ici, on a pris une huile essentielle à la menthe. En général, les premières inquiétudes surviennent parce que l'enfant va présenter un retard dans son développement, donc une marche qui va être acquise un petit peu plus tard, un retard dans le développement du langage, chez certains enfants des troubles autistiques, et puis plus tard, les enfants avec syndrome X fragile vont généralement présenter un déficit intellectuel et également des difficultés comportementales. Ça c'est mon collègue, qui fait un dedans, attention. Il faut mieux, à quand rigoler, il y a 4 collègues qui rigolent par ici. Par rapport au syndrome X fragile, connaître le diagnostic, ça nous informe déjà sur le type de difficultés qui sont probablement présentes et ça nous permet de préorienter le bilan neuropsychologique de manière très très rapide et donc ça nous permet d'être plus efficace dans notre évaluation. Toi tu vas passer là-dedans, d'accord? Tu les donnes à Damien, tu les laisses là, c'est Damien qui passe, d'accord? Nous, en consultation, il y a 2 types de situations. Soit on a effectivement une histoire familiale avec des antécédents de patients avec syndrome X fragile dans la famille, soit on a des familles dans lesquelles il n'y a pas d'antécédents familiaux et dans lesquelles on a un primo-diagnostic chez un enfant avec un syndrome X fragile. Ça peut arriver parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont porteuses d'une prémutation et qui n'ont aucun signe clinique ou très peu de signes cliniques. Irkino vaak. Ja, als dit 20% dat zie je hier. Oui, juste. Tristesse, injustice, pourquoi nous, lui voilà, et pourquoi nous, pourquoi lui. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aussi? Enfin, tout traverse la tête à ce moment-là, parce que le diagnostic, il est le diagnostic. Il est X fragile. Moi, ça a été plus cette
question-là de l'avenir, donc de savoir, tiens, mais que sera-t-il capable de faire? Je me souviens avoir posé la question directement au médecin, tiens, mais est-ce qu'il aurait un jour un permis de conduire? Je ne savais pas dans quel domaine on se trouvait, quoi. Moi, c'est dire le grand silence, parce que je ne comprenais pas très bien ce qu'on disait, et ça semblait tellement simple comme explication que je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai pris ça comme ça, je l'ai emballé avec moi et je l'ai pris avec, parce que je vois bien que le pédiatre n'était pas fort loquace, alors j'ai préféré m'abstenir et chercher ailleurs. Donc le fait de savoir que c'était un enfant qui était ex-fragile, ça m'a soulagée. J'ai pas dit que j'étais sauvée pour autant, mais en fait je savais ce qu'il avait, j'ai mis un nom sur quelque chose, sur un comportement au quotidien qui n'était absolument pas normal. Donc voilà, je ne passais plus pour une folle, parce que là en fait c'était ça. Et donc je savais. Moi j'aurais tendance à dire qu'au départ, comme le généticien avait l'air de nous laisser entendre que c'était un petit retard, mais que sur les années ça allait un peu s'atténuer, je veux dire que je ne me suis pas vraiment inquiété en disant bon ben on va voir, mais plus on avançait et plus on se disait c'est quand même sérieux. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose avec? Comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va un peu rattraper le temps perdu? C'est un peu ça parce que les informations qu'on a eues, elles étaient quand même très minimes. Hein. Directement, bon, ça a été un peu notre rôle aussi d'avertir la famille, puisque c'est un syndrome qui est lié à un problème génétique, donc il fallait remonter à la source et avertir les frères et sœurs. Il valait mieux percer l'abcès et mettre les choses au clair que de laisser un malaise autour de nous, puisque par la suite d'ailleurs il y a des gens qui nous ont dit ah oui mais on s'en était rendu compte mais on n'osait pas vous en parler. On s'était dit aussi, enfin en tout cas je pense qu'on en avait parlé, ceux qui ne veulent plus nous voir parce qu'on a un enfant handicapé, c'est que c'est révélateur du fait que ce ne sont pas des amis. Et donc on peut les perdre sans problème, quoi. Voilà, mais il a été bien accepté partout, hein. Tout le monde a bien compris, partout où il a été très bien accepté. Quand il est né, c'était le vide. On disait qu'on ne voulait pas venir le voir parce que c'était un garçon, parce que on croyait que c'était une fille, puis en effet c'était un garçon, et alors il n'y a personne qui voulait venir le voir. Le vide complet, c'est triste, mais c'est comme ça. Avant le diagnostic, c'est vrai que le personnel médical et au niveau de l'école ou de la crèche se rendait bien compte qu'il y avait un problème, mais personne ne nous disait rien. Donc je me suis vraiment sentie seule à un moment donné. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais... Puis quand on leur a annoncé, on nous a dit, ben oui, on se rendait bien compte, mais voilà, est-ce qu'ils ont une peur? Est-ce que... Je crois que tout le monde a peur, je pense, face au handicap. Moi, j'ai mon mari qui nous a mis à la porte, moi et mon fils. Mon fils avait 14 mois, donc en même temps, j'ai subi aussi un divorce. Après, la famille proche, j'en ai pas trop, donc j'ai pas eu de soutien personnellement, bon, sauf ma mère, évidemment. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est que comme la personne a elle-même du mal à structurer son environnement, il faut que la structure vienne directement de l'environnement. Et donc il faut que tout le monde, en fait, s'adapte au fonctionnement de l'enfant et que tout le monde réagisse de la même manière. Sinon, l'enfant, effectivement, va se sentir très rapidement perdu. Son frère et sa sœur l'ont toujours bien protégé. Ma fille veut le reprendre chez elle. Je dis toujours que c'est une charge à laquelle il faut réfléchir, donc il faut lui laisser le temps de réfléchir, c'est pas une chose qu'on peut imposer à quelqu'un, je veux dire. On a toujours appelé un chat, on a dit voilà, il a un problème, il a un handicap, et voilà, ça s'appelle comme ça, et on va partir à l'assaut pour savoir comment faire pour le faire progresser. Donc moi j'ai jamais rien caché, j'ai toujours dit la vérité, et on s'y est mis tous ensemble pour le faire progresser. Toujours bien accepté. D'ailleurs, la deuxième, ça a presque été une vocation par la suite, puisque elle a fait ses humanités, elle a fait institutrice, puis elle a fait orthopédagogie pour pouvoir donner cours dans l'enseignement spécialisé. En fait, Sacha, c'est un enfant qui est un enfant d'un remariage. Donc j'avais 2 grands-enfants qui ont aujourd'hui 27 et 32 ans, qui ont leur vie. Je vais d'ailleurs bientôt être mamie. Donc voilà, chacun vit sa vie.
et moi je vis la mienne avec mon fils. Ce qui est très très important, c'est de comprendre exactement comment l'enfant fonctionne, parce qu'il faut savoir que dans les syndromes génétiques et dans le trouble du développement de manière générale, un déficit ne veut pas simplement dire qu'il y a une fonction cognitive qui fonctionne moins bien par rapport à un enfant typique, ça veut aussi dire que parfois ça fonctionne différemment. C'est surtout ça que nous essayons de comprendre, on essaie de comprendre comment l'enfant fonctionne, comment il arrive à mémoriser, et puis la prise en charge va surtout constituer à mettre en place un cadre de vie, un cadre aussi scolaire, un cadre des apprentissages qui s'adapte au mieux aux spécificités cognitives de l'enfant. Comme tout dans le domaine du langage, le plus tôt c'est le mieux. Et donc si on pouvait avoir un diagnostic anténatal pour chacun des enfants, ce serait évidemment l'idéal. Si on n'a pas déjà des enfants dans la famille qui ont été diagnostiqués, on va se trouver face à des retards de développement qui vont interpeller plus ou moins fort les parents, et on peut poser un diagnostic relativement tard. Donc je dirais que le tout réside justement dans la systématisation de ce dépistage anténatal qui devrait être fait, à mon sens, lors de toute grossesse. En général, un enfant qui naît avec toute une série de difficultés cognitives, que ce soit dans un cadre de syndrome génétique avéré ou dans un cadre moins évident, comme par exemple simplement la dyslexie, la dyscalculie, en général, on sait qu'on ne va pas pouvoir, comme ça, gommer ces difficultés cognitives avec une rééducation. Et donc la prise en charge, je pense, doit surtout se focaliser sur cet aspect d'accompagnement, d'optimisation des apprentissages dans un contexte de difficultés cognitives qu'on ne va pas pouvoir, en tout cas pas pour l'instant, faire disparaître. Le rôle de la famille a une importance cruciale dans la prise en charge, et de toute la famille, le père, la mère, la fratrie, mais la famille au sens large du terme. On va pouvoir parler avec les parents, on va pouvoir les impliquer dans toute une série d'activités et les sensibiliser au progrès de l'enfant et les sensibiliser à certaines étapes qui vont peut-être être plus difficiles dans le développement de l'enfant. Donc, le rôle de la famille est important. Je n'ai pas pu trouver une vraie structure pour pouvoir dire, tiens, je vais avoir les informations là, là on va me guider vers une association, vers un endroit, à part un petit peu par internet avec l'association X Fragile, malgré que de temps en temps ça va un peu partout, dans tous les sens, moi là j'ai vraiment un manque. La prise en charge en France, quand vous avez un enfant qui est porteur de handicap en France, vous arrivez dans un monde parallèle. Si les familles ne se battent pas, ou si effectivement, en fait, elles baissent les bras à la moindre problématique qu'elles vont rencontrer, on va dire que pour l'État, c'est gagné. Voilà. Donc moi, ce que je peux conseiller aux familles, c'est justement de ne pas baisser les bras et de prouver tout le temps, prouver, en fait, les difficultés que vous rencontrez avec l'enfant pour pouvoir mettre en place une prise en charge adaptée. J'ai reçu de l'aide disponible. D'être souhaité, j'aurais pu peut-être avoir des ergothérapeutes qui maintenant ont un travail beaucoup plus affiné, mais je veux dire que mon fils est né en 1990. En 1990, logopédie c'était une science nouvelle, les kinés et psychomotes ils étaient en train de se développer, les ergothérapies c'était très très limité, donc je veux dire vraiment toutes ces thérapies-là ont pris de l'essor au fil des années, mais à l'époque je ne savais pas avoir grand-chose de plus. Ce sont souvent des ASBL qui se basent sur la bonne volonté ou par une vocation de certaines personnes à un endroit déterminé, mais il n'y a pas de structuration. Mais il y a des choses qui existent et nous on a eu la chance de quand même pouvoir en profiter. Je pense que la neuropédiatre qui a détecté le X fragile connaissait toute cette structure dont on nous a bien aiguillés. Sinon, on ne connaissait pas du tout. C'est notre premier enfant donc, avec un handicap. On s'est retrouvé face à l'inconnu, donc heureusement que ça existe. Il est important d'informer la famille sur ce que recouvre le syndrome, quel qu'il soit, que ce soit une trisomie 21, X fragile, un syndrome de Williams, c'est d'informer la famille sur ce que recouvre généralement ce type
de syndrome. Et à partir du moment où les parents sont bien informés, ont accepté cette différence de développement qui va inéluctablement arriver, qu'on va pouvoir travailler avec eux de manière positive. Donc la famille est importante, vraiment c'est un élément clé de la prise en charge, mais pour qu'elle soit efficace dans la prise en charge, il faut qu'elle soit bien informée. Elle est pas là. Il y a que moi, il y a que seul. Tu l'as pas mis pour nous? Non, nous. Je ne saurais pas dire ce qui lui plaît dans le bowling, mais enfin, lui, ça lui plaît bien. Il le fait comme il le sent. Il s'est beaucoup amélioré. Il s'amuse. Il est avec des autres. Il est en interaction. Il peut parler. Il peut rire. Et ça, c'est vraiment ce moment parce qu'il fait ce qu'il veut. Il est là, il respecte tout le monde. Il passe chacun à leur tour. Il lance leurs deux boules et voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a apprécié. Il suit, parce que je l'ai regardé tout jouer, il suit et il lance la boule, des fois droite. Hein. Non, je ne sais pas. Je vais prendre après moi. Une fois qu'il a eu, je crois que c'est 8 ans, il a été au scout, dans une troupe de scouts normaux. Quoi. Enfin, je ne sais pas où est la différence, normale ou anormale. On avait d'abord été mis en contact par une troupe de scouts avec des enfants handicapés, mais là je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus handicapés que lui. Bon, ils n'en peuvent rien, mais je ne trouvais pas qu'il allait progresser là. Donc c'est les scouts à Wavre qui ont été gentils de le prendre en charge. Ils n'ont pas eu facile au début, mais ils se sont adaptés, et lui aussi s'est adapté, il y est resté jusqu'à ses 21 ans. En ayant cet accompagnement adapté, ça lui permet de pouvoir vivre en milieu ordinaire, de pouvoir faire des activités, donc des activités extérieures aussi avec son éducateur, donc le bowling, le cinéma, l'équithérapie, qu'est-ce qu'on lui fait faire encore, enfin plein de choses. Là, bientôt, je vais lui faire du patin à glace, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont mises en place progressivement, qui ne sont pas forcément évidentes au départ, mais à force de les inclure, de les obliger à le faire, un petit peu à la fois, ils y arrivent. Et quand ils y arrivent, après, ils aiment bien. Voilà. Donc on arrive à faire les choses, mais bien entendu, on ne fait pas du jour au lendemain. Dans le syndrome X fragile, même s'il y a un déficit cognitif très très important, il y a quand même toujours un développement cognitif. Et donc, quand la personne a 18 ans, il y a quand même eu un progrès, il y a quand même plus de capacités d'apprentissage qu'il y avait quand il était beaucoup plus jeune. Et donc certains apprentissages, comme par exemple la lecture et le calcul, qui n'étaient pas possibles quand l'enfant avait 5, 6, 7, 8, même 10 ans, il ne faut pas oublier qu'à 18 ans, la maturité finalement fait que des apprentissages peuvent être tentés qui étaient quasi impossibles avant. On met la tête à gauche pour la démonstration, parce qu'en général, il n'y a personne. C'est bien de le faire. Si vous le recevez vraiment dans la zone du cœur, il faudra un deuxième défibrillateur. On désinfecte ici, gauche, sur tout votre corps. Tu dis à quelqu'un, il faut m'aider. Il faut appeler l'ambulance. Hein. Oui. Et puis après appeler de l'aide et appeler l'ambulance. Levez ici les doigts de la main droite. Levez bien les doigts et alors vous allez masser le plus que vous savez. Oh, je suis chaud moi. Oh là là. Voilà. Il a essayé. Il a essayé. Ma fille s'est toujours dit prête à l'accueillir chez elle. Si ça peut se réaliser, moi je crois toujours que ça reste une bonne solution, mais il faut que ce soit mûrement réfléchi pour elle, parce que c'est quelque chose quand même qui est lourd, c'est une charge. Donc moi je ne veux pas, enfin nous on ne veut pas imposer une charge, donc il faut trouver une solution. Mon plus grand souhait, moi, c'est qu'il puisse devenir en partie autonome, donc qu'il puisse éventuellement travailler, bien entendu,
un travail adapté, mais qui puisse travailler et qui puisse donner quelque chose à lui, se rendre compte qu'il peut faire quelque chose, parce que je sais, en tout cas moi je crois que je sais que c'est ce qui l'intéresse. Dès qu'il fait quelque chose, il a un grand sourire, il est de bonne humeur, donc je me dis qu'il y a des structures maintenant en atelier protégé ou en atelier adapté qui pourraient faire qu'il soit utile. Moi, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, il ne sait pas faire ça, il faut le faire. Et on va faire tout pour qu'il y arrive. Et on va y aller. L'inquiétude, c'est les autres. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Et le handicap fait toujours peur, et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de changé. Malgré tout ce qu'on peut raconter, si on fait l'inclusion, c'est qu'il faut la forcer. Oui, ça va pas, ça. Elle est pas contente qu'elle n'est pas venue aujourd'hui. Aujourd'hui, on participe à une journée en ville. En ville, oui. Et pourquoi? Sania et Vanina ont dit que les banques. Dans les banques aussi, oui. Pour que tout le monde puisse... Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les commerces et services accessibles au grand public pour les rendre accessibles au sens large du terme, donc à toute personne, quelle que soit sa déficience et même un handicap ne fût-ce que temporaire, et que tous les services et commerces soient accessibles au plus grand nombre. Et alors le but de notre visite, c'est un peu de voir dans votre magasin ce que vous avez mis en place pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes à mobilité réduite, pour faciliter leur venue dans votre magasin. On n'y a jamais vraiment pensé. Mais nous sommes là important, pour ça, voilà, pour bien, sensibiliser. En fait, c'est ça important. surtout. Ce qu'il y a, c'est que ici, le problème, c'est que c'est une copropriété. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de bouger le petit doigt, on est obligé de demander l'avis à tous les propriétaires ou aux syndics. On a tout ce qu'il faut, de toute façon. Parfait, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. On essaie de donner des exemples pratiques et en disant une personne, un parent avec une poussette, une personne avec une béquille, une personne âgée, bénéficie aussi de cet accès. Et donc ça ne concerne pas un infime pourcentage de la population, mais bien plus de 30 à 40%. Est-ce que vous avez des choses à partager? Oui. Parfois, on a des idées pour faire et on veut faire, mais il faut essayer de se renseigner parce que ce que je leur disais, c'est que c'est super de faire, mais si c'est mal fait, au final, ça ne servira pas à grand-chose. Si on met une sonnette pour appeler le commerçant pour qu'il vienne, si la sonnette elle est trop haute, ça ne servira pas à une personne en fauteuil. S'il n'y a pas de braille dessus pour une personne malvoyante, il ne saura pas où est le bouton poussoir. Écoutez, voilà, prenez la brochure et parlez-en, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait plein, et que voilà, ça doit rentrer dans les consciences et dans le collectif. Nous payons en fait les erreurs passées depuis des décennies à cacher en fait nos enfants. Voilà, nous sommes aujourd'hui les parents pauvres entre guillemets du handicap mental, qui fait que il y a certaines familles qui ont honte tout simplement d'avoir un enfant handicapé mental. Moi je leur dis surtout, il ne faut pas avoir honte, parce que en fait on peut avoir honte d'une chose quand on la connaît et qu'on la crée, sauf que moi je ne la connaissais pas et je ne l'ai pas créée, je l'ai transmis certes, mais je ne l'ai pas voulu. Voilà. Donc on ne peut avoir honte que de ça. Moi j'ai pas honte. Je dirais aussi aux autres de ne pas avoir peur de nos enfants, parce que nos enfants, c'est pas des monstres, voilà, c'est des enfants, avant d'être des enfants handicapés, ce sont des enfants, et ils méritent toute l'attention et toute la bienveillance de tout le monde. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, parce que l'enfant a quand même bien évolué, et donc tout ça grâce aux structures qui existent. Contrairement au passé, j'en parlais récemment avec Jacques Chirac qui est décédé, il avait une fille qui avait des soucis de santé, je crois, et même un autre président français qui avait une fille, c'était pas trisomique, mais il paraît qu'à l'époque on les cachait, mais ce qui n'est plus le cas actuellement, donc non, il faut vivre avec eux comme au jour le jour, comme toute personne. Oui. Comme toute personne, comme tout un chacun, il ne faut pas les mettre de côté, les cacher, loin de là.
Il faut être avec eux, vivre au jour le jour, ils ont des potentiels. Hein. Laisser aux jeunes le souhait d'apprendre par eux-mêmes. On a tous fait des bêtises, on a tous cassé quelque chose, on a tous perdu quelque chose. Eh bien, ils ne sont pas mieux que nous. On les compare toujours à des enfants parfaits, et ce ne sont pas des enfants parfaits. Ils sont comme tous les autres, à parfaire. Et je crois que si on prend cette base-là, ben, on peut aller très loin. Mais il faut avoir confiance en son enfant, et il faut toujours le laisser faire des expériences. Et ne jamais baisser les yeux devant les autres. C'est un signe de faiblesse, il n'est pas faible. Et il n'a rien à se faire pardonner, il est comme il est et il doit être fier de sa personne. C'est pas parce que quelqu'un a un petit problème, qu'il ne sait pas bien parler ou qu'il ne sait pas lire et écrire qu'il faut le repousser. Il a des atouts que d'autres n'ont pas. Ouais. Hein? C'est viser, éduquer les gens pour qu'on accepte que les autres soient différents. Et ça, c'est pour les personnes handicapées, mais c'est aussi pour les personnes de races différentes, de religions différentes, de couleurs différentes. C'est accepter l'autre tel qu'il est et essayer de le faire progresser. C'est un message d'humanité, de bienveillance vis-à-vis de l'autre.